Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce sixième webinaire que j'ai consacré au suivi, à l'accompagnement plus précisément de nos patients, de vos patients atteints de fractures vertébrales porotiques. C'est un sujet qui me paraît parlant, important pour vous, et vous avez un rôle à jouer en ville euh, et que vous pouvez faire sans aucune difficulté technique parce que je vais vous mettre en place un certain nombre d'idées assez simples euh, pour vous aider. Euh, Ça reste un sujet assez fréquent, en tout cas des situations que l'on rencontre tous au quotidien et pour lequel il est pertinent de ne pas rater le coche à la prise en charge initiale des patients euh, pour leur permettre de conserver leur autonomie. Quand on voit l'impact reconnu en France de ces fractures vertébrales, que ce soit en source d'hospitalisation, mais aussi tout simplement en perte d'autonomie ultérieure, d'handicap et même de décès. Alors en fait, vous allez être confronté à différentes situations et finalement, dans quelles circonstances on va découvrir l'ostéoporose? Ben, ça peut être tout simplement un dépistage systématique, on va y penser, hein, les gynécologues y pensent chez les femmes après un certain âge, ou bien vous allez y penser, que ce soit chez les femmes après 60 ans et chez les hommes, il faut y penser. Il faut y penser après 80 ans. Hein, on n'y pense pas, mais en fait, l'ostéoporose est aussi fréquente chez les hommes que chez les femmes, mais avec un décalage pour des raisons hormonales. Il faut y penser après une fracture du poignet, après une fracture du col du fémur de côte, ne pas méconnaître la possibilité d'une ostéoporose sous-jacente. Et encore plus a fortiori, il faut y penser de façon systématique, et là j'insiste là-dessus, après la survenue de fractures vertébrales, que ça soit spontané à basse énergie, mais même au décours d'une chute, d'un effort de soulèvement à moyenne énergie, ne pas attribuer uniquement la cause mécanique dans l'événement de la survenue de cette fracture. Euh, alors, je vais insister sur l'importance du pilier rachidien euh, dans l'autonomie et la fonction locomotrice. Euh, Ce pilier, il est essentiel, pas uniquement parce qu'il y a des éléments neurologiques à l'intérieur et que les fractures avec les déformations vont impacter les racines, provoquer des douleurs radiculaires au membre inférieur. Non, parce que aussi il y a des éléments viscéraux, l'appareil respiratoire qui va être impacté par la déformation, notamment en syphose dorsale, avec aussi dans un stade ultérieur les retentissements cardiaques. Il faut aussi avoir à l'esprit l'impact digestif hein, que l'on voit régulièrement dans les déformations du fait de la réduction du volume digestif avec les côtes flottantes qui vont effectivement rentrer dans l'abdomen du fait de la syphose, aussi parce qu'il y a le système neurovégétatif qui est impliqué dans le péristaltisme digestif, dont le point de départ est paravertébral, donc dans les fractures, il est impacté. Euh, la prise en charge initiale est essentielle et elle est à deux étages, comme je le dis régulièrement aux patients, en considérant que c'est un peu comme si on lançait une fusée. Ça ne sert à rien d'avoir un seul étage qui ne permettra pas d'atteindre l'orbite, c'est-à-dire l'équilibre après traitement. Il faut impérativement traiter les vertèbres fracturées, cassées, et ça c'est mon rôle de chirurgien du rachis, mais c'est aussi important de traiter une fragilité osseuse
une ostéoporose, parce que traiter uniquement la fracture, même si je vais renforcer les vertèbres adjacentes, ça ne va pas empêcher la survenue de nouvelles fractures, que ce soit périphériques ou à distance sur la colonne ultérieurement, quelques mois plus tard. C'est important aussi de prendre en compte le fait que la réparation immédiate va soulager et permettre tout de suite de remettre le patient dans un circuit d'autonomie, d'avoir à l'esprit que le traitement de fond, et je vais y revenir après, met un certain temps d'action du fait de la lenteur du métabolisme osseux. Ça, c'est important de voir ce côté initial immédiat dans le traitement par augmentation vertébrale et du côté différé du traitement de fond de l'ostéoporose. Et le traitement par augmentation vertébrale, il a pour but, comme je le disais, de consolider les vertèbres, de réparer les vertèbres, et il ne sert à rien dans ces situations de traiter une seule vertèbre cassée. Évidemment, je ne parle pas de la fracture du sujet jeune de 20 ans après une chute à vélo, une chute d'escalade. Hein, je parle de sujets qui ont plus de 60 ans, plus de 80 ans. Ça ne sert à rien d'aller traiter une seule vertèbre parce que vous allez avoir des fractures adjacentes. Alors après, savoir si je vais traiter 2, 3, 4 ou 5 vertèbres, la question a été abordée et a fait l'objet d'études. Et il y a un certain nombre de critères cliniques qui doivent être pris en compte. Et ça, c'est mon travail pour élargir ou pas le champ thérapeutique au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Mais c'est des choses qui sont maintenant assez bien appréhendées. Et il y a des situations bien identifiées qu'il faut prendre en compte pour élargir le traitement initial. Donc ça, c'est le traitement par augmentation vertébrale. C'est pas un souci, c'est fait, on s'en occupe. Mais voilà, se pose la question du traitement de fond. Ce que je dis, c'est la deuxième étage de la fusée. Il va falloir effectivement pallier à la défaillance osseuse qui s'est instaurée au fil des années. Donc finalement, vous allez avoir 3 cas de figure que je rencontre et je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Le premier cas de figure, c'est la forme que moi j'appelle ostéoporose gravissime, c'est-à-dire c'est des gens, ils ont une ostéoporose, ils savent qu'ils ont une ostéoporose, c'est une ostéoporose qui est traitée, il y a un rhumatologue qui les a pris en charge, qui traite tout à fait correctement l'ostéoporose, c'est pas un souci, mais malgré cela, ils vont avoir des fractures. Et là, le traitement de l'ostéoporose va pas être suffisant. Il faut impérativement les traiter. C'est même une situation d'urgence, car souvent, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie rapide, importante, et pour lesquels on risque d'avoir des séquelles. Donc moi, c'est simple, hein, je les traite, je les accompagne en post-opératoire. Il y a une infirmière RAC qui va les accompagner pour la gestion de la douleur et le suivi pendant les premières semaines, et je les revois systématiquement à 6 semaines, et je ne les lâche pas dans la nature parce qu'on réadapte les traitements de la douleur, on refait un point fonctionnel, je programme souvent une IRM pour voir effectivement le comportement des vertèbres traitées et voir un peu s'il n'y a pas des évolutions sur les vertèbres qui n'ont pas été traitées. Et je les revois à 3 mois, à 6 mois avec une IRM, et je m'adapte en fonction de leur évolution. Mais durant la première année, je les surveille un peu comme de l'huile sur le feu, et je les accompagne et je prends le temps de bien leur expliquer qu'il s'agit d'une maladie qui n'est pas grave, on en guérit, mais d'une maladie impactante initialement pendant la première année. Et l'objectif, c'est d'éviter les séquelles importantes parce qu'on aurait laisser évoluer des fractures avec des déformations rachidiennes importantes. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas, c'est assez fréquent, c'est même le plus fréquent, c'est la prise en charge initiale. On ne sait pas s'ils ont une ostéoporose ou pas d'ostéoporose, et donc il faut y penser, il faut faire le diagnostic, et le diagnostic passe par une ostéodensitométrie qui doit être faite sur le rachis lombaire, fémur, poignet, et cette
l'ostéodensitométrie ne doit pas retarder le traitement par augmentation vertébrale. Hein. Il peut être fait avant ou après le traitement par augmentation. S'il est fait après du traitement par augmentation, on va peut-être plus explorer les poignets fémurs et un peu moins la colonne lombaire, peu importe. Mais en tout cas, l'ostéodensitométrie, l'élément clé, et un T-score à moins de 2,5, c'est le diagnostic d'ostéoporose et la prise en charge doit être systématique. Et j'inclus toujours dans le bilan préopératoire, quand je vois ces patients, d'emblée un bilan biologique. Je vais rechercher globalement un myélome en faisant une EPP. Je vais rechercher une dysfonction thyroïdienne, parathyroïdienne, une carence en vitamine D, une anémie, une hypocalcémie, une perturbation sur les phosphatases alcalines. Et j'explique d'emblée qu'il va falloir probablement traiter cette ostéoporose probable. Et j'inclus tout de suite le bilan bucco-dentaire dès le départ et je fais systématiquement un petit mot d'adressage au dentiste que les patients verront ultérieurement, mais au moins on prend date pour que le nécessaire soit fait sans retard. Donc, dans l'ostéoporose méconnue, c'est simple. Hein. De toute façon, vous mettez en place un traitement par vitamine D et par calcium, et c'est un traitement à vie. C'est un traitement à vie. Et ce traitement, il ne faut pas hésiter à donner une bonne dose de vitamine D. 100 000 unités par mois, initialement, ce n'est pas un surdosage. Il faut aussi avoir à l'esprit que la vitamine D est intéressante pour renforcer l'immunité des personnes âgées, notamment en hiver. Et les micronutritionnistes sont clairs là-dessus. 100 000 unités par mois, on n'est pas toxique. Hein. Voilà. Pour le calcium, il faut s'adapter en fonction des calcémies. Ce n'est pas très compliqué. Et la question se pose effectivement, donc, en plus de ce traitement qui peut être mis en place tout de suite, le traitement de fond par biphosphonate ou tériparatide. Alors là, je vais essayer de vous donner quelques idées assez simples. Les tériparatides, c'est plus récent comme traitement. C'est des traitements que l'on administre en voie sous-cutanée. Les patients font eux-mêmes leurs injections pendant 18 mois. Et la pertinence, c'est effectivement les fractures vertébrales multiples, où là, il va avoir une action plus pertinente initialement que les biphosphonates qui ont un certain retard d'efficacité. Et donc, les tériparatides stabilisent la colonne plus vite et plus fortement. Par contre, il y a des contre-indications biologiques à respecter. Phosphatase alcaline augmentée, ce n'est pas de tériparatide, ou la PTH augmentée. Et pour cause, ce n'est pas de traitement par tériparatide. Et en général, au bout de 18 mois, se pose la question du traitement de fond et on a tendance à mettre les gens sous biphosphonate pendant 5 ans. Donc les tériparatides très efficaces sur les fractures vertébrales isolées lorsqu'elles sont multiples. Les biphosphonates sont eux très pertinents sur certes les fractures vertébrales mais avec un délai d'action un peu plus allongé. Et ils sont beaucoup plus pertinents sur les fractures périphériques, sur le renforcement osseux périphérique, que ce soit les cols ou les poignets, que n'auront pas les tériparatides, raison pour laquelle en général les tériparatides sont relayés par les biphosphonates dans un second temps. Et troisième cas de figure, c'est l'ostéopénie. L'ostéopénie, on découvre une ostéopénie à l'ostéodensitométrie ou bien les gens ont une ostéopénie connue et ils ont une fracture vertébrale parce qu'ils ont fait un effort, une chute. Voilà. Donc là, le traitement, c'est simple, c'est le traitement par vitamine D, comme je le disais. Initialement, et calcium et vitamine D à bonne dose. Il y a maintenant des marqueurs biologiques pour voir si, une fois donné ces traitements, on a un dosage biologique correct. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas forcément très utile. Et à ce moment-là, ces personnes, je vais les traiter de toute façon sur plusieurs vertèbres initialement, souvent, et je les reverrai à 6 mois avec des radios. Je vais avoir un suivi beaucoup plus étendu, enfin plus espacé, je veux dire, et j'ai pas besoin de les surveiller comme l'huile sur le feu.
c'est pas nécessaire au-delà du traitement de la douleur initialement post-chute, post-thérapeutique. Et l'ostéodensitométrie, ça sert à rien d'en refaire tous les ans. Hein. L'ostéodensitométrie, c'est 3-5 ans après, mais pas avant, ça sert à rien. Voilà, pas besoin d'en faire plus. Donc, dans l'ostéoporose qui est traitée, systématiquement, de toute façon, il y aura une consultation après augmentation vertébrale 6 semaines après. En général, je revois les patients 6 mois après, en systématique, voire 3 s'il y a besoin, et je les revois à 1 an avec une imagerie, une IRM. Les patients ont systématiquement, dans ces ostéoporoses conséquentes, hein, systématiquement, ils ont une ordonnance pour faire une IRM rachidienne s'il y a besoin, nouvelle chute, nouvelle douleur. Ils ont l'examen, l'ordonnance pour faire l'examen, et ils reviennent me voir avec une IRM quand ils veulent, quand c'est nécessaire. Le traitement de fond, ça implique effectivement un suivi biologique, à la mise en place d'un traitement par biphosphonate notamment. C'est souvent on fait une injection, une perfusion d'Aclasta annuelle, et c'est le traitement le plus courant et celui qui est le mieux supporté à mon avis, plutôt que les traitements par voie orale. Dans certains cas, on donne par voie orale parce que les patients le supportent et le préfèrent, mais les perfusions sont très efficaces et pas contraignantes. Mais il faut faire systématiquement une prise de sang avant. Donc, c'est une prise de sang annuelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypocalcémie, pas de perturbation sur la numération formule ou la survenue d'une nouvelle infection. Et c'est fait par une infirmière en ville et on fait ça 5 années durant. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire. C'est vraiment pas compliqué à faire. Il y a une prise de sang juste à faire avant. Une infirmière fera la perfusion et les patients, vous les revoyez 1 fois par an. C'est là où vous pouvez tout à fait pallier, en tout cas, l'encombrement des consultations actuellement qu'ont les rhumatologues dans ce genre d'affection. Alors, quid de l'ostéodensitométrie? Est-ce qu'il faut refaire dans l'ostéoporose une ostéodensitométrie? À quel délai? Dans l'ostéopénie, pas avant 3 ou 5 ans. Dans une ostéoporose qui est traitée, je vais vous répondre la même chose. Ça ne sert à rien de faire une ostéodensitométrie annuelle, ça n'apporte rien, sauf s'il y avait une nouvelle fracture, un nouvel événement embêtant. Mais sinon, vous refaites une ostéodensitométrie 5 ans après, de manière à avoir une idée de la masse osseuse et de l'effet du traitement au bout de 5 ans. Une idée de la masse osseuse qui va vous servir de référence ultérieurement. Et là, je vais juste évoquer une dernière situation. On est confronté aujourd'hui à des patients qui ont eu des traitements d'ostéoporose il y a 10-15 ans. Et ces traitements, à l'époque, c'était les mêmes que maintenant, 50 biphosphonates, et ça les a couverts. Ça les a couverts pendant une dizaine d'années. Et au bout de ce temps, en fait, leur masse osseuse diminue, et ils peuvent avoir de nouvelles fractures. Donc, si vous avez une ostéodensitométrie de référence au bout de 50 traitements, vous allez pouvoir les suivre à 10 ans, voir si cette masse osseuse se maintient. Et s'il n'y a pas nécessité d'être vigilant. Si ça se maintient à 10 ans, à 15 ans, c'est-à-dire 10 ans après l'arrêt du traitement par biphosphonate, où là, l'effet peut s'estomper au fil des ans, comme je le précisais. Donc, c'est des situations que l'on va voir de plus en plus avec le vieillissement de la population. Et c'est pour ça qu'aussi, vous avez un rôle à jouer dans cette surveillance. Vous voyez les patients régulièrement, il faut juste y penser en se disant, tiens, c'est pertinent de refaire une ostéodensitométrie 5 ans après, et de leur expliquer tout simplement, parce que peut-être qu'ils vous le rappelleront aussi. Voilà. Donc finalement,
c'est une affection qui se traite très très bien. Si bien prise en charge rapidement, on va éviter les séquelles. Et c'est un traitement qui est prolongé. C'est un traitement, j'ai envie de dire chronique, hein. Je rappelle que vitamine D, calcium, traitement à vie. Voilà. Et c'est dans la prise en charge initiale, le traitement de fond, il a un effet retardé. Effet retardé. D'où l'intérêt effectivement de la prise en charge de la réparation osseuse vertébrale par augmentation, la nécessité de traiter assez largement pour éviter la survenue de nouvelles fractures dans l'année, qui est souvent celle au pluriel qui vont effectivement générer les handicaps importants. Je le disais, supplémentation vitamine D à vie, l'ordonnance d'IRM qu'ils ont sous le coude, ce qui permet effectivement d'éviter de venir vous voir demander l'ordonnance pour faire l'examen et revenir vous voir avec le résultat. Mais l'IRM à faire de façon systématique en première intention. Première intention, pas le scanner en première intention, l'IRM, n'hésitez pas. Hein. Et je veux dire que ce n'est pas une fatalité. Hein, c'est pas l'handicap généré par les fractures n'est pas une fatalité. C'est des choses qu'aujourd'hui on sait anticiper, on sait traiter. Une déformation d'une vertèbre n'est pas une fatalité. Ça se corrige, ça se traite. Dans l'ostéoporose, souvent importante, on peut corriger une déformation de vertèbre 3 mois après. Hein. C'est des choses qu'on rencontre régulièrement. Hein. Voilà. Et franchement, aujourd'hui, ça ne devrait plus être une source de perte d'autonomie. On ne devrait plus voir, c'est ce que je dis régulièrement aux personnes, des syphoses chez les personnes âgées, comme on voyait nous dans notre enfance, quand on allait en vacances en été, on voyait papy, mamie complètement pliés en deux. Ben, c'est des choses qu'on ne devrait plus voir aujourd'hui, qui peuvent s'anticiper sans problème. Donc en conclusion, importance du dépistage, bien penser à l'ostéoporose dans les fractures. Poignet, côte, fémur. Et souvent, on ne pense pas à faire l'ostéodensitométrie, on ne pense pas à faire ce dépistage. Et c'est très important, il faut y penser. Dans les fractures vertébrales aussi, évidemment, hein, ce n'est pas une fatalité. Hein. Dans les fractures vertébrales, il faut traiter les fractures, renforcer les vertèbres adjacentes. Ça doit être systématique. Et en tout cas, parfois, il y a des patients que je ne traite pas, ça peut m'arriver, mais je les surveille et je leur explique. Parce que parfois, effectivement, la douleur diminue assez rapidement. Donc, dans certaines situations, on peut temporiser, mais ça reste une exception. Ça devrait rester une exception. Et puis ensuite, effectivement, le suivi doit être adapté à chaque situation, celle que je vous expliquais, l'ostéopénie, l'ostéoporose. C'est des situations différentes, mais dans les deux cas, il y a un suivi qui doit être mis en place et qui n'est pas très compliqué. Et c'est des choses que je vous invite à faire. Les patients vous en remercieront. Donc en conclusion, franchement, c'est quelque chose où votre rôle est essentiel et où les patients doivent pouvoir être traités sans séquelles. Voilà. Et je reste effectivement à votre disposition pour vous accompagner, vous aider, soit pour voir les patients, soit pour vous donner un conseil. Récemment, là, j'ai reçu un appel d'un de nos confrères pour avoir effectivement l'autorisation, en tout cas, l'acquiescement à la mise en place d'un traitement par biphosphonate. On en a discuté et il l'a fait sans difficulté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi-même sur le Centre francilien du dos. N'hésitez pas à me poser des questions via la plateforme. J'essaierai de vous y répondre rapidement pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon été.